Je vous propose une publication qui se démarque de celle que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, puisqu'il s'agit d'une conversation, je préfère ce mot à celui d'entretien ou d'interview, entre Francesca J et moi-même, autour de sujets qui rejoignent ceux que je prends plaisir à vous partager régulièrement. C'est à partir d'un échange autour du dernier film d'Éric Rohmer, Les Amours d'Astrée et de Céladon, tourné juste avant sa mort, que nous avons eu l'idée d'approfondir certains sujets liés aux sociétés secrètes, leurs pratiques ancestrales, leur pouvoir sur tous les aspects de la vie citoyenne, culturelle, politique et philosophique, dont l'affaire de la rue du Bac publiée dans la presse en 2024 est un des nombreux exemples du entre guillemets folklore lié à ces mondes cachés. Notre rencontre a eu lieu peu de temps avant le saut qualitatif que vient de connaître l'affaire Epstein, parfaitement synchrone avec les sujets que nous abordons ici, c'est-à-dire les hommes de pouvoir et leurs pratiques sectaires, leurs crimes, en particulier sur les enfants, leur attachement à des croyances, liées notamment à un concept qui leur est propre, c'est-à-dire le retour de Saturne, en totale contradiction avec les mots qui remplissent leur bouche, dont les plus entendus sont laïcité ou encore démocratie. Je voudrais qu'on introduise notre entretien par un sujet sur lequel vous avez réfléchi, qui est celui du retour de Saturne. Alors, j'ai commencé à m'intéresser au retour de Saturne quand je me suis rendu compte qu'un certain groupe de personnes de l'intelligentsia parisienne très haut placées avaient des croyances et se livraient à des rituels directement inspirés de l'Antiquité païenne. Et tout ça tourne autour de Janus, de Saturne, qui sont deux personnages de la mythologie très proches, et une déesse de l'Antiquité aussi nommée Astrée. Quel lien vous établissez entre ce phénomène et l'affaire de la rue du Bac, à laquelle on n'a pas donné plus d'importance qu'à un fait divers, et qui, selon vous, ne serait qu'un échantillon de pratiques plus largement répandues, qui ne se limiterait pas à une époque et un lieu particulier? Alors, effectivement, j'ai appris l'existence de ce groupe, enfin de ce réseau, je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler, à l'occasion de cette affaire que le journal Libération a baptisé les hommes de la rue du Bac, parce que ce sont eux, c'est un petit groupe d'hommes de l'intelligentsia très haut placés, qui apparemment ont ce genre de croyances et de pratiques qui sont directement issues de l'Antiquité païenne. Alors apparemment, ce ne serait pas de simples jeux sexuels sadomaso destinés à assouvir des instincts pervers, mais une organisation dont l'influence reste à déterminer, composée de gens on ne peut plus rationnels qui en secret basculent vers des pratiques qu'on peut qualifier de délirantes au service d'une idéologie qui ne le serait pas moins. Alors, oui. Effectivement, cette affaire a été médiatisée parce que une victime, une femme qui s'appelle Inès Chatin, a porté plainte contre ces hommes, en tout cas contre ceux qui sont encore vivants, parce que certains, au moins 2 d'entre eux sont morts. Et elle a raconté avoir subi des sévices particulièrement affreux dans son enfance et surtout dans sa petite enfance. Alors évidemment, donc il y avait tout un aspect de tous ces mauvais traitements infligés à elle et à d'autres enfants du même milieu. Ne sont qu'un aspect de cette affaire, parce que au-delà de ça, étant donné qu'on est en présence de personnes très influentes, il y a tout un aspect aussi bien d'affairisme que d'ambition politique.
Peut-être faudrait-il rappeler qui sont les personnes, qui sont les hommes qui ont été mis en cause par Inès Chatin. Alors moi, elle s'est adressée à moi parce que l'un d'entre eux est Gabriel Matzneff, sur lequel j'enquête depuis de nombreuses années. Il y a aussi son père adoptif, qui s'appelle Jean-François Lemaire, qui était un membre de l'Académie des sciences morales et politiques, figurez-vous, qui était un grand bourgeois influent, un avocat aussi très mondain, très fortuné, très cultivé, parce qu'il est aussi le biographe de Céline, qui s'appelle François Gibault, et aussi deux hommes qui sont décédés, le fondateur du Point, Claude Imbert, et un autre homme lié au Point, qui était Jean-François Revel, membre de l'Académie française, éditorialiste au Point. Alors, sachant que Gabriel Matzneff, lui aussi, écrivait une chronique pour le Point, enfin sur le site internet du journal. Justement, selon les dires de Matzneff, que vous avez bien connu, il est question dans ces rituels de déguisement, de cape, de masque. Est-ce que vous ne croyez pas que ces mises en scène ne sont pas destinées à discréditer les témoins qui raconteraient « j'ai été abusé par des gens masqués », à partir de là, ça les discrédite complètement? Ou alors, est-ce que ça appartient à une tradition plus profonde? Je pense qu'ils avaient besoin d'être masqués et et de porter un grand manteau ou une grande cape, enfin d'être à moitié cachés, parce que, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un rituel. Il s'agit vraiment d'un programme de dressage des enfants, en fait, parce que le rituel s'arrête avant qu'ils ne deviennent adolescents. Il faut qu'ils soient tout petits. Et alors il s'agit d'une part de dissimuler l'identité des participants pour qu'on ne puisse pas, le cas échéant, leur reprocher, enfin leur faire des reproches par la suite. Mais il y a aussi tout un aspect justement ésotérique où ils semblent obéir en fait, ils semblent obéir. Ils ont une façon de procéder qui est ritualisée. Et donc je pense que les déguisements font partie de ça. Et parce qu'on a aussi, dans le même ordre d'idées, ils utilisent aussi des objets tout à fait particuliers pour torturer les enfants, et notamment des coupes-papier en argent de la maison Christophe qui illustrent les métamorphoses d'Ovide. Ils accordent une importance tout à fait particulière à ce livre qu'ils appellent le roman des romans, sachant que les métamorphoses, c'est en soi tout un programme. Pouvez-vous nous parler de cette loge maçonnique nommée Astrée? Avant de parler de la loge maçonnique, de la loge Astrée, je voudrais parler d'Astrée, qui est donc une figure de la mythologie antique, déesse de la justice, inséparable de Janus et de Saturne. Et il faut comprendre que à la fois Matzneff et Lemaire utilisaient l'image de Janus. Ils se comparaient à des Janus bifrons, c'est-à-dire Janus aux deux visages, qui était le dieu des initiations. Donc ils avaient un côté, un côté public et un côté caché. Moi, c'est comme ça que je comprends Janus. Et ça se rattache au mythe de Janus et de Saturne. Donc dans la mythologie, Janus est indissociable de Saturne. Janus est le roi de Rome, il partage son trône avec Saturne qui a été chassé de l'Olympe par son fils Jupiter. Et la période pendant laquelle il règne est censée être l'âge d'or. Là, on est dans une vision cyclique du temps, c'est-à-dire où
différentes ères se succèdent et ensuite ça repart à zéro. Donc il y a l'âge d'or dans la tradition gréco-romaine, on a l'âge d'or, après on a l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Donc on a une décadence qui est inévitable, mais on sait qu'une fois qu'on sera arrivé au fond du fond de l'âge de fer, Saturne reviendra et on aura un nouvel âge d'or. Et Astrée donc s'inscrit dans ce schéma parce qu'elle est, selon Ovide, elle est la dernière divinité à être restée sur Terre jusqu'au moment où les forfaits des hommes l'ont tellement indignée qu'elle a regagné le monde des cieux. Donc, le monde des dieux. Et alors Astrée est le nom d'une loge maçonnique assez particulière, dans la mesure où il s'agit d'une loge russe qui a été créée au début du 19e siècle à Saint-Pétersbourg, qui a tout de suite été interdite par le tsar et qui a été recréée après la révolution bolchevique quand beaucoup d'émigrés russes sont venus à Paris. Et c'est une loge qu'évoque à plusieurs reprises Gabriel Matzneff, dont au moins un des grands-pères, sinon les deux, et peut-être aussi son père et son oncle, faisaient partie. Astrée, donc cette déesse Astrée de l'Antiquité, est restée un symbole très important pour les adeptes de cette religion païenne qui prend comme référence Saturne et Janus. Et au tout début du XVIIe siècle, en 1607, un roman intitulé L'Astrée est publié, qui aura une très très grande influence sur tout le siècle et même au-delà, puisque comme vous pouvez le voir, encore aujourd'hui, on a la loge Astrée à Paris. Et donc ce roman est l'œuvre d'un aristocrate nommé Honoré d'Urfé, et qui avait un château familial tout à fait particulier, le château de la Bâtie d'Urfé. Et c'est un château rempli d'ésotérisme et de symbolisme qui joue un rôle très important dans le roman L'Astrée, donc qu'il a écrit au début du XVIIe siècle, à tel point que on a parfois l'impression que ce roman très long et qui a vraiment marqué son époque a pour personnage principal ce château de la Bâtie d'Urfé. La société savante qui justement a remanié ce château qui était à l'abandon au début du XXe siècle s'appelle Diana. Pourquoi ce nom a-t-il de l'importance? Est-il indirectement lié au sacrifice humain dont vous parliez? Alors, il faut dire que pour Jean-François Lemaire, l'Astrée était quelque chose de significatif. En fait, lors de ma première conversation avec Inès, donc elle m'a posé des questions, enfin on a un peu échangé, et à un moment donné, elle m'a demandé si, à mon avis, Gabriel Matzneff était franc-maçon, parce que selon elle, les autres hommes de la rue du Bac l'étaient. Et je lui ai dit que je ne savais pas, mais que je lui ai parlé de cette loge Astrée. Et immédiatement, ce mot a fait tilt. Parce que Jean-François Lemaire, donc son père adoptif, s'intéressait beaucoup au château de la Bâtie d'Urfé, qui était d'ailleurs situé à peu de kilomètres de la maison de vacances de la femme de Jean-François Lemaire, la mère adoptive d'Inès. Et ce château, au fil des siècles, qui est donc rempli, qui a tout un programme de décoration ésotérique assez étonnant, parce que effectivement, il y a un sphinx qui accueille le visiteur à l'entrée. Donc, au pied de la rampe, un sphinx accueille le visiteur et il porte une inscription « Garde ton secret chez toi ». Alors, le sphinx, renvoie évidemment à l'ésotérisme égyptien, qui de toute façon a informé toute la religion antique, que ce soit celle de Rome ou celle de la Grèce.
Et il y a aussi un labyrinthe et il y a une fameuse fontaine qui s'appelle la fontaine de vérité d'amour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le château de la Bâtie-d'Urfé, est un château ancien, mais qui a été entièrement remanié à la Renaissance par le grand-père d'Honoré d'Urfé, qui était un courtisan très proche de François Ier et qui était aussi très intéressé par l'Italie, qui a été ambassadeur en Italie, qui a passé plusieurs années là-bas et qui en a ramené toute cette tradition, cette résurgence des traditions antiques qui étaient en train d'être remises à l'honneur en Italie à cette époque, c'est-à-dire au XVIe siècle. La famille d'Urfé, au bout de quelques générations, s'est éteinte et le château a été laissé à l'abandon. Et au début du XXe siècle, on s'apprêtait à le démolir parce qu'il était en tellement mauvais état. Et là, il y a une société savante de Montbrison qui s'appelle la Diana, qui l'a repris et qui l'a rénové au fil des décennies, à grands frais d'ailleurs. Et c'est vrai que le nom de cette société savante m'interroge parce que on est toujours dans la même antiquité gréco-latine, enfin latine là. On va en venir au film intitulé Les Amours de Céladon et d'Astrée, qui est donc le dernier film d'Éric Rohmer. Le spectateur ordinaire, on va dire ça comme ça, il retrouve l'univers romérien habituel, qui est encapsulé dans un petit conte pastoral, mais le film est chargé, selon vous, d'une symbolique que vous aviez qualifiée de malsaine, mais je ne sais pas si on peut employer un autre mot, qui n'apparaît pourtant pas en première lecture, parce que c'est un film avec une mise en scène assez douce, servi par des comédiens au physique avantageux. Alors, moi ce que j'ai trouvé ce qui m'a vraiment mise mal à l'aise dans ce film. Évidemment, j'ai visionné ce film alors que j'étais déjà au courant de tout ce que je viens de résumer. Et pour moi, d'abord, ça n'est pas du tout le fait du hasard si ce film est sorti en 2007, c'est-à-dire exactement 4 siècles après le roman d'Honoré d'Urfé. Et par ailleurs, Rohmer et Matzneff n'étaient absolument pas amis. D'ailleurs, Matzneff a eu des mots extrêmement cinglants à l'égard du cinéma de Rohmer. Mais de bonne foi, vous croyez? Ah oui, je crois tout à fait de bonne foi. Il dit que c'est de l'enculage de mouche, que c'est pas la peine d'aller au cinéma si c'est pour avoir l'équivalent d'un livre au cinéma, que le film, que c'est trop bavard. Il trouve ça beaucoup trop bavard. Enfin, je trouve que c'est une position qui se défend. C'est très subjectif. Oui, c'est subjectif, mais enfin, c'est vrai que c'est très bavard. Il y en a qui disent le contraire. Ah oui, qui disent rien. C'est très bavard et c'est très visuel en même temps, hein, Rohmer. Ah oui. Bon, moi, franchement, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Et donc Matzneff n'était absolument pas ami avec Rohmer, à l'égard duquel il a eu des mots très durs. Par contre, il était extrêmement proche du frère cadet de Rohmer, René Scherrer, le vrai nom de Rohmer étant Maurice Scherrer. Donc je pense qu'effectivement Rohmer, derrière ce film, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ce que je viens de dire, il y a toutes ces références à l'Antiquité et à des groupes, à des sociétés secrètes qui ont un agenda à la fois de se perpétuer elles-mêmes et de se livrer à toutes sortes de manigances politiques ou affairistes. Et quand on regarde ce film à travers ce prisme, c'est très dérangeant. C'est aussi un film sur le travestissement, c'est-à-dire
On a un ou je sais pas un ou plusieurs un garçon qui se déguise en fille. Ou Oui, il y a plusieurs. de mémoire, c'est un garçon qui se fait passer pour une fille pour séduire pour séduire son ancienne fiancée qui le croit mort. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Il l'a séduit une nouvelle fois en tant que fille. hmm. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte de son identité. L'un des principaux mentors de Gabriel Matzneff était un homme obsédé par le secret, un philosophe, enfin comme on dit aujourd'hui, en tout cas un professeur de philosophie, qui a intitulé sa thèse de doctorat Ontologie du secret et qui d'ailleurs travaillait pour les services secrets, au minimum pour le SAC, la police parallèle du gaullisme et des successeurs de De Gaulle. Et donc il a beaucoup influencé Matzneff et il était aussi extrêmement proche de René Scherrer, un petit peu moins de Maurice Scherrer, le futur Romer. Il était le professeur de philosophie de René Scherrer quand celui-ci était en prépa, je crois, ou en terminale. Et il semble qu'il y ait eu des rapports de séduction entre les deux, on ne sait pas très bien. Enfin bon, ils faisaient du camping ensemble. Et le futur Éric Romer, lui aussi, se joignait à ces expéditions, à ces randonnées. René Scherrer est devenu très ami avec Matzneff parce que tous les deux participaient à cette entreprise de promotion de la pédophilie qui a été lancée dans les années 70. Donc ça fait une sorte de triangle ou de losange entre ces quatre hommes, les frères Scherrer, Matzneff et Pierre Boutan. Et selon moi, il y a beaucoup de mystère là-dessous. Est-ce que vous croyez que l'adoption est une pratique courante dans ce genre de cercle occulte, ésotérique, qui se livre à ce genre de pratique? Et quelle en est la finalité? L'adoption par les homosexuels est un vrai sujet et c'est un sujet extrêmement actuel. Et il y a un certain milieu parisien où effectivement on voit beaucoup d'homosexuels adopter des enfants. Est-ce que la transmission de ces pratiques occultes est vraiment importante dans ces milieux, on va dire milieux consanguins, et qui sont des milieux qui appartiennent à une classe sociale en particulier? Alors, il y a beaucoup certains des hommes qui appartiennent à ce groupe-là, les hommes de la rue du Bac ont ont eu des enfants tout à fait naturels, des enfants de façon tout à fait naturelle. Et puis, vous avez Jean-François Lemaire, donc, qui était homosexuel, qui pouvait pas avoir d'enfant. Et vous avez François Gibault, qui est peut-être le Saturne du Janus bifrons, qui était Jean-François Lemaire, lui a adopté un petit chinois alors qu'il avait déjà 80 ans. Il a adopté un bébé chinois avec son compagnon. Et Jean-François Lemaire tenait beaucoup à transmettre ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire ses connaissances ésotériques. Et alors là, je vais vous citer quelque chose que m'a dit Inès. Je ne connais pas le nom de la relève, mais je suis sûre qu'elle existe, car Gaston, c'est le nom qu'elle donne à Lemaire, le disait lui-même, leur but est que ces pratiques se perpétuent de génération en génération. Je suis certaine à 100% qu'ils essayent de transmettre cela comme si c'était un bienfait. Donc, ces hommes sont persuadés que leurs rituels, en fait, sont des choses très antiques et qu'ils perpétuent une tradition qui est vieille de plus de 2 millénaires. Et après, est-ce que c'est vrai? Ça reste à voir. Mais en tout cas, pour eux, c'est très important d'assurer le passage à la génération suivante. Et c'est un des motifs
derrière ces adoptions. Alors, comme je l'ai dit auparavant, il y a aussi le besoin de s'assurer de la vulnérabilité de l'enfant, c'est-à-dire il ne faut pas que l'enfant ait une grand-mère ou enfin quelqu'un qui risque de s'inquiéter pour lui ou là avec des enfants adoptés de ce point de vue-là, ils sont tranquilles. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils aiment bien les enfants exotiques, entre guillemets. Exotique, c'est le mot qu'utilisait Matzneff. Donc, Inès elle-même est métisse. Son père biologique, elle a retrouvé, je crois qu'il est ivoirien. Donc, il y a différents motifs, oui, assez... Alors, enfants adoptés, enfants enlevés aussi, on peut imaginer. Alors, Enlevés à leurs effectivement, parents. alors elle a beaucoup enquêté sur son adoption et, euh, et donc elle a été adoptée à travers une association qui est aujourd'hui dissoute, qui s'appelle la Famille Adoptive Française, qui à l'époque a fait énormément d'adoptions. C'était une association très importante. Et les dossiers, son dossier à elle est louche à un point invraisemblable. Il y a on a vraiment l'impression d'être devant un trafic d'enfants. Alors c'est d'autant plus étrange que les personnages qui ont été mis en question dans l'article de Libération, qui sont un échantillon, on l'imagine bien, de ce qui se pratique de manière plus générale, sont des gens, pour le grand public, tout à fait rationnels. Oui, c'est ça qui m'a vraiment intéressée au départ. C'est... Enfin, moi, je connaissais par ouï dire, je connaissais Jean-François Revel par ses écrits depuis très longtemps. Euh, il faut savoir que c'est donc membre de l'Académie française, libéral, anticommuniste. Il a eu droit à un portrait en 8 pages dans le New York Times, ce qui n'est pas rien. Et puis voilà qu'on apprend que enfin, selon Inès, il met une cape et un masque et voilà quoi. Et puis il croit au retour de Saturne. Hein. C'est très troublant. Oui, c'est ça que j'ai trouvé vraiment étonnant. Euh, cette Enfin, cette image, alors c'est là que Janus Bifrons prend tout son sens parce que on a d'une part une image publique de gens extrêmement responsables qui s'occupent de comment on est gouverné, qui disent comment on doit être gouverné, qui sont très impliqués dans la politique, qui sont de grands donneurs de leçons puisque ils sont présents dans le domaine des médias. Et puis par derrière, eh ben, ils font des trucs qui vous laissent pantois. Donc on peut imaginer que ces images qu'on a vues dans des fictions, en littérature et au cinéma, se basent sur une certaine réalité. Ça, je veux dire, moi, je peux pas vraiment juger. Euh, c'est possible, À moins que ça mais... soit l'inverse, mais on a du À mal à moins que ce soit l'imaginer. l'inverse, On exactement. a du mal à l'imaginer, parce que ces pratiques ne datent pas du cinéma, j'imagine. Elles sont Bah, beaucoup plus anciennes. alors, d'après eux, ces pratiques sont très anciennes, mais peut-être que euh, on sait jamais, enfin, dans quel sens les influences se font. C'est vrai qu'il y a un côté très cinématographique à imaginer. Enfin, moi, j'ai aucune envie d'imaginer la scène, mais ne serait-ce que dans les tenues, dans euh, on a envie de dire c'est un grand cinéma. Alors voilà ce qu'écrivait Matzneff justement à l'époque où il fréquentait de façon très régulière l'appartement des Lemaire. Tant qu'une improbable explosion n'aura pas révélé que tout le monde est pédéraste, l'amant de l'extrême jeunesse devra s'avancer masqué et sera condamné à être un Janus Bifrons, homme à double visage et à double vie. Jadis, je croyais être seul de mon espèce, ou quasi. À présent, je sais que nous sommes nombreux, très nombreux. Seulement, nous sommes une société secrète, la dernière des sociétés secrètes. On a l'impression d'entendre un membre des compagnons de Bâle ou ce genre de société occulte. Vous voyez, c'est même abstrait pour le commun des mortels, ce Oui. que vous venez de lire.
Oui, mais effectivement, moi j'ai lu ça, j'ai lu ça il y a 40 ou 50 ans. Et je prenais ça pour une image, une métaphore de quelque chose. Ça me serait pas venu à l'esprit à Il fallait le l'époque. prendre au pied de la lettre. Exactement. Alors qu'en fait, maintenant, on voit bien il nous parle de masques et il nous parle de société secrète. C'est tout à fait ça. Quel est, selon vous, le pouvoir de nuisance hypothétique ou réel que peuvent avoir ce genre de pratiques et ce genre d'individus dans le quotidien de tout un chacun? Alors, les sociétés secrètes sont nuisibles par définition. Ce sont des gens qui agissent en secret, autour desquels on retrouve pas mal de morts suspectes. On retrouve certainement des vies détruites, comme celle d'Inès, en partie, c'est ce qu'elle dit. Et ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir, parce qu'ils arrivent à avoir de l'argent, et parce qu'ils ont un réseau incroyable. Je ne pense pas qu'il y ait une sorte de grande... je ne pense pas que ce soit juste une cellule d'une énorme organisation. Je pense que c'est des groupes indépendants, mais qui sont à peu près qui suivent à peu près la même idéologie et qui peuvent éventuellement se prêter main forte ou mener certaines opérations ensemble. Jean-François Lemaire, par exemple, a fait beaucoup de politique lui-même. Il s'est présenté aux élections municipales à Paris avec l'appui d'un homme politique qui était très influent à l'époque, Antoine Pinet, qui est d'ailleurs aussi lié à cette région du Forez, qui est la région de l'Astrée et de la Bâtie-d'Urfé. Il a aussi fait des affaires, par exemple, avec Bernard Tapie. Il a fait des affaires avec des hommes politiques régionaux, par exemple avec le maire de Florence, Maurice Mességuet. Donc en fait, il suffit parce que ces gens-là représentent très peu de gens, il suffit de quelques personnes placées aux bons endroits. Oui, et je pense que de toute façon, si vous voulez, là on est dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire de l'intelligentsia parisienne, mais vous avez la même vous trouvez la même chose en province et dans toutes sortes de milieux différents. Par exemple, Inès avait retrouvé une femme qui était comme elle issue du même réseau d'adoption. Et qui est morte dans des circonstances peu claires le jour de son 50e anniversaire. Et elle avait été adoptée par un médecin. Mais l'expérience qu'elle a eue est assez similaire. Donc, je pense que dans tous les milieux où ça les intéresse, ils peuvent avoir des relais. Potentiellement, tous les milieux les intéressent. Le milieu culturel, le milieu d'affaires, le milieu sportif, enfin tout ce qui touche le grand public. Le commerce, tout ce qui touche à la société du spectacle. Tout ce qui touche à la société du spectacle. Mais aussi au réseau, tout ce qui touche aux enfants. On voit que ça les intéresse beaucoup. L'aide sociale à l'enfance, l'éducation, sans aucun doute. Oui, parce que le formatage doit se faire très tôt, et pas uniquement au sein de leur propre famille. Je pense qu'il y a vraiment, alors qu'au nom de cet idéal de provoquer le retour de Saturne pour que l'humanité connaisse enfin un nouvel âge d'or, au nom de cet idéal, il y a une recherche de pouvoir, d'un pouvoir aussi absolu que possible, qui est évidente. On va conclure par la Révolution française. Non pas en termes de révolte populaire, mais en termes de renouvellement, celui d'un cycle qui, par exemple, serait une porte d'entrée vers ce supposé âge d'or.
Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que, en fait, moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on appelait ce qui s'est passé en 1789, qui était un coup de force pour s'emparer du pouvoir de la part d'un certain groupe ou d'une certaine classe, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une révolution? Parce que le sens de révolution, ça veut dire un tour complet. Une révolution, c'est vous faites tout le tour. Et ce n'est qu'en étude, qu'en m'intéressant à cette théorie des cycles et des 4 âges, que je me suis rendu compte qu'en fait c'est exactement ça. La révolution de 1789 est censée amener le nouvel âge d'or. Et c'est pour ça qu'ils ont tout changé. Ils ont absolument commotionné, renversé la société française de fond en comble, parce qu'il s'agissait de précipiter le retour de Saturne. Et ce qui... l'aspect le plus frappant de la Révolution française, c'est que c'était un véritable prétexte à des carnages comme on n'en avait jamais vu, en France certainement, puisqu'on sait que on se contentait pas de tuer les gens qui étaient considérés comme des ennemis ou considérés comme étant au service de la royauté et de l'Église. Il fallait il fallait les dépecer, il fallait faire du cannibalisme, faire rôtir leur chair et la manger. Il fallait mettre les têtes sur des pics et les promener au milieu de la population. Et on a eu cette invention française extraordinaire qui est la guillotine. À Paris, il y avait 5 guillotines qui ont beaucoup travaillé, qui étaient sans arrêt en opération pendant plusieurs années. Et ces guillotines étaient placées le long d'un axe. Elles n'étaient pas n'importe où, elles n'étaient pas comme ça disposées au hasard, elles étaient toutes bien alignées le long d'un axe qui allait de la place qui s'appelle aujourd'hui la place de la Nation jusqu'à celle qui s'appelle aujourd'hui la place de la Concorde, en passant par la Bastille, l'hôtel de ville et le Carrousel, enfin à côté du Louvre. Qu'en est-il, selon vous, des constructions de Mitterrand, le grand architecte, qui eut cette volonté farouche de transformer Paris en digne temple de Saturne? Alors, ce qui est frappant dans le cas de ce qu'on a appelé les grands travaux de Mitterrand, c'est qu'une bonne partie d'entre eux ont concerné justement l'axe des guillotines, qui avait déjà été prolongé jusqu'à la place de l'Étoile, avec l'Arc de Triomphe, et ensuite l'avenue de la Grande Armée jusqu'à la Défense. Mais Mitterrand a tenu à le couronner en quelque sorte par l'Arche de la Défense, qui s'appelle, d'ailleurs je ne sais pas comment, l'Arche de la Fraternité, qui est quand même un énorme monument très laid. Et au milieu de cet axe, donc on a le palais du Louvre, qui est l'ancien palais des rois de France, qui est un lieu de pouvoir extrêmement symbolique et significatif. Et que fait Mitterrand? Il y met une pyramide qui relie tout ça de façon... De toute façon, il n'est pas le premier à y avoir une pyramide, puisqu'il y avait déjà eu des pyramides à cet endroit, ou juste à côté de l'Arc de Triomphe du Carrousel. Donc on relie, tout ça est relié à ce programme ésotérique de préparer. Et d'ailleurs, l'Arche de la Défense a été inaugurée le 14 juillet 1989. Donc c'était à une date tout à fait significative. Alors cet âge d'or, est-ce qu'il ouvrirait une nouvelle ère débarrassée du christianisme, ou aurait triomphé le matérialisme absolu? Ils veulent remplacer le christianisme par autre chose. Il faut comprendre que les pires aspects du paganisme, c'est l'esclavage et les sacrifices humains.
Et le christianisme a débarrassé l'humanité de ces deux mots, donc plus d'esclavage et interdiction absolue des sacrifices humains. Mais pour eux, il faut remettre en œuvre, remettre à l'honneur ces pratiques pour que Saturne veuille bien revenir. Il y a à la fois une eschatologie, un messianisme, parce que en fait, toutes les révolutions qui ont été faites depuis celle de 1789 visent le même objectif, c'est-à-dire, enfin, ou en tout cas promettent la même chose, ils promettent un âge d'or. La révolution bolchévique, elle promettait un âge d'or. Évidemment, c'est le contraire qui s'est produit parce que c'est l'enfer sur Terre. Est-ce que c'est pas un terme générique, cet âge d'or, ou est-ce que ça a un sens bien particulier pour eux? Ça a un sens très particulier dans la mesure où c'est lié à Saturne. Alors peut-être il faudrait dire deux mots sur Saturne. Dans le roman L'Astrée, Honoré d'Urfé a décrit Saturne entouré de monceaux d'ossements, appuyé sur sa faux, avec les cheveux longs, le front ridé, les yeux chassieux, le nez aquilin et la bouche dégoûtante de sang, pleine encore d'un morceau de ses enfants, dont il avait un demi-mangé en la main gauche, auquel par l'ouverture qu'il lui avait faite au côté avec les dents, on voyait comme panteler les poumons et trembler le cœur. Donc ça, c'est Saturne. Dans l'Antiquité, les Romains, Saturne était un dieu romain, l'identifiaient à Baal ou à Moloch, auxquels des enfants étaient sacrifiés en masse. Donc là aussi, on a des illustrations qui montrent Moloch avait la forme d'une grande statue en bronze creuse à l'intérieur. Donc dans le ventre était creux, on y faisait brûler un feu ardent et on y jetait les enfants. Les parents étaient censés apporter leurs enfants et les sacrifier eux-mêmes à Saturne ou plutôt à Moloch. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous citer Freud s'est intéressé à cette question. Et bon, il n'a pas creusé, mais il en a parlé dans sa correspondance avec son ami Fliss. Et il parle d'une religion du diable très ancienne, parce qu'il cherchait l'origine des perversions. Et il dit, mais les perversions, elles doivent avoir cette origine-là, c'est-à-dire Moloch. Et donc il écrit, « Je suis prêt à croire qu'il faudrait considérer les perversions comme les traces d'un culte sexuel primitif, qui fut peut-être même dans l'Orient sémitique une religion, entre parenthèses Moloch Astarté. Les actes sexuels pervers sont d'ailleurs toujours les mêmes, ils comportent une signification et sont calqués sur un modèle qu'il est possible de retrouver. Je rêve ainsi d'une religion du diable extrêmement primitive dont les rites s'exercent en secret. » Donc on voit comment ça peut éclairer les agissements des hommes de la rue du Bac. Est-ce qu'il est possible, on va terminer là-dessus, de faire aujourd'hui un état des lieux de ces phénomènes? Est-ce qu'ils ont toujours la même, on va dire, emprise? Est-ce que, au-delà de cette affaire de la rue du Bac, qui est un échantillon, comme je vous ai dit, on peut imaginer qu'on peut découvrir d'autres affaires, ou le fait que ces affaires soient révélées à travers Libération, d'ailleurs, on se demande pourquoi ce journal a publié cette affaire, mais surtout, depuis plusieurs années, à travers les réseaux sociaux, il y a comment dirais-je, un certain contre-feu qui a été allumé. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux, en fait, quand j'ai découvert l'affaire d'Inès Chatin et des hommes de la rue du Bac, en même temps, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux et concrètement sur Twitter, il y a énormément
de recrutement sectaire. Il y a énormément de menées sectaires et et si possible de recrutement. C'est-à-dire que vous avez des personnes, des influenceuses, enfin moi j'ai vu surtout des femmes, qui appartiennent à des sectes New Age, et qui diffusent exactement le même genre d'idées. Alors, ça ne passe pas, si vous voulez, c'est la version bas de gamme de ce que représentaient le maire, Matzneff, Gibault, etc. C'est ce qu'on appelle le New Age. Et vous avez cette vision cyclique du temps avec les 4 âges qui représentent une décadence progressive jusqu'au moment où tout repart, on est de nouveau en haut de la montagne et c'est l'âge d'or. Vous avez la même chose dans l'Inde avec les 4 yugas et on vous dit la même chose, on vous dit qu'aujourd'hui on est dans le Kali Yuga, c'est-à-dire vraiment la décadence absolue, et puis que je sais plus comment il s'appelle le premier yuga, le Satya Yuga ou je sais pas quoi. Vous avez exactement les mêmes idées et tout ça traîne sur les réseaux sociaux énormément. Donc pour répondre à votre question, je dirais que ces croyances sont de plus en plus diffusées, mais de façon difficilement décelable. On a bien vu, par exemple, à Toulouse, on a vu qu'à Toulouse, l'an dernier, ils ont fait défiler des monstres qui étaient tout droit sortis de cet univers, des monstres tout droit sortis de cet univers mental-là. Et je dis que c'est une religion secrète, mais qui est d'autant plus secrète qu'elle s'affiche en plein jour. C'est-à-dire que vous voyez partout des références à ça, mais l'idée maîtresse qui est derrière, elle n'est pas révélée. Par contre, l'imagerie est diffusée sans arrêt. Samedi soir, 3 copains décident d'aller explorer un château abandonné à Trébons, dans les Hautes-Pyrénées. Les 3 amis... Ils ne s'attendaient pas à ça en explorant une maison inhabitée dans les Hautes-Pyrénées. 3 personnes, Ophélie Le Pivert, y ont découvert un temple maçonnique et surtout des ossements humains. Cette découverte très intrigante. Tout d'abord, 3 adeptes d'exploration urbaine sont donc tombés sur les vestiges d'un temple maçonnique dans une maison inhabitée à Trébons, près de Lourdes. À l'intérieur, il y avait un crâne, des ossements et d'autres objets inattendus. Les 3 compères viennent sans le savoir de mettre les pieds dans un ancien temple franc-maçon. C'était répandu par terre. C'était comme un puzzle en fait. C'était en partie sur des planches de construction. Affolés, les aventuriers appellent les gendarmes qui croient d'abord à un canular. Les forces de l'ordre embarquent finalement tous les ossements pour répondre à une question. D'où viennent ces os? Ont-ils été sortis de tombes ou sont-ils des indices de crimes passés? Un témoin aurait pu aider à y voir plus clair. L'ancien propriétaire, médecin et franc-maçon de son état. Oui mais voilà, il est décédé il y a 3 mois. Il faut vous imaginer le contexte dans lequel on a découvert ce lieu. Il fait nuit, il pleut. Que d'aventure, Adrien. Oui, que d'aventure, effectivement. On repère très rapidement plusieurs entrées possibles et on décide donc d'y rentrer. Les 5 premières minutes, j'en suis resté au stade monosyllabique. Je peinais à articuler et je touchais tout avec mes mains, comme pour m'assurer que l'endroit était bien réel. C'est des galeries et des galeries qui descendent. Ça va là, là. Là, on a un tableau de classe pour enfants. Je sais pas ce qu'il fait là. Orphelinat maçonnique. Rapport moral. Et là, t'as, à la gloire du grand architecte de l'univers, grande loge de France, franc-maçon, ancien et accepté, liberté, égalité, fraternité. Année maçonnique, 77-78. Rapport du grand trésorier. Juillet 78. Ce sont des centaines de documents que l'on va découvrir sur place, avec tous comme point commun la franc-maçonnerie. Vénérable maître, très cher frère député.
Vous le savez, il est presque impossible de donner une définition de la franc-maçonnerie. Certains spécialistes estiment même qu'il y aurait autant de définitions que de francs-maçons. On peut pas lire ça. On peut pas se permettre de filmer ça. L'enquête en cours ne nous permet pas de révéler pour le moment le contenu que renferment certains documents. C'est dingue. Hein. Ouais, et les temples, en plus, il y en a plusieurs, quoi. Je vois qu'il y a un temple à Toulouse. Il y en a plein, il y en a un à Toulouse, et apparemment il y en aurait à peu près 200 juste en France. Franchement, j'arrive pas à comprendre le sens de cet endroit. Et là, on a des instruments chirurgicaux, des couteaux, on dirait des couteaux de sacrifice. C'est vraiment bizarre, je vous jure, je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais... Ouais, là, il y a encore des électrodes, toutes sortes d'appareils médicaux. Ça, c'est... chaussures, des gants. Tout ça était resté caché sous terre depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un véritable laboratoire. Barrière, champ opératoire chirurgical. Ah, c'était pour faire des séparations, pour opérer les gens, non? Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi avoir autant de matériel médical et surtout ici dans ces souterrains? Tout était forcément lié. On a la chirurgie, la réanimation, la franc-maçonnerie, l'alchimie. Là, on a des masques respiratoires de plusieurs tailles différentes. Un respirateur volumétrique à pose réglable. Donc ça, c'est un poumon artificiel en quelque sorte. Ranima, tu vois, c'est... Ah, c'est incroyable. Hein. On est là, on plonge sous la terre. Ça, c'est un chrisme en fait. Hein. Ouais, en fait, je vois le P, le Père, le X, Jésus. Et là, tout en haut, t'as vu, t'as le 4 de chiffres. Ce qu'on appelle le 4 de chiffres qui forme un triangle, donc la Trinité. Ah ouais, à droite, le compas des francs-maçons. Exactement. Et à gauche, l'étoile de David qui, avant, représentait l'esprit et la matière. Sachant que le 4, c'était aussi les 4 évangiles et les 4 éléments. Donc c'est vraiment plein de symboles qui représentent tout un tas de choses et qui sont ici. Certainement pas de manière anodine, puisque c'est au-dessus d'une porte, donc au-dessus de quelque chose par laquelle on passait, tu vois. C'est vraiment, ce qu'il y a derrière, en fait, est super important. C'est un lieu vraiment effrayant. J'étais quand même loin d'imaginer la découverte qui nous attendait. Ça mène dans une salle immense. T'imagines et tu vois quelqu'un, tu sais comme les Ku-Klux-Klan, avec les chapeaux, tu les vois là autour. Un truc de secte. Oh, la pièce, elle est immense, elle est toute voûtée. Ouais, mais il y a eu des rituels ici, c'est sûr. Hein. Des sacrifices, va savoir. Ouais, il y a une arche avec, c'est quoi? On dirait une porte en pierre. Ça symbolise une porte peut-être vers un autre monde. Elle se ferme que de l'intérieur. Que de l'intérieur. Donc les mecs qui venaient ici, ils s'enfermaient. Et à partir du moment où ils avaient fermé, on ne pouvait plus du tout rentrer, étant donné qu'il n'y a pas de loquet à l'extérieur. Ouais, ils s'enfermaient pour leur messe noire, quoi, en fait. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça un hôtel. Hein. C'est quoi qu'il y a autour? C'est du sel, non? Parce que c'est vrai qu'on dit que le sel est une protection contre les mauvais esprits. En tout cas, tous les objets sont posés là d'une certaine façon. Et ils sont pas mis là au hasard. Hein. Ah ouais, les bougies. Ah, toi, tu es rentré dans le cercle direct, quoi. T'as pas peur, mec, quand même. C'est de la sauge. C'est très bizarre. C'est vraiment pour purifier l'endroit. C'est un reste de mâchoire de mouton. Ah ouais. Qui a été complètement éclaté. Donc t'imagines la violence qu'il a fallu pour éclater un os comme ça. C'est pas n'importe quoi, ça. Ça représente des rituels très anciens, païens. Ils nous ont menti, trompés, avec l'apparence d'un château. Donc je pense que c'était juste pour cacher. C'était juste une façade. Ils ont essayé de tromper le monde avec cette apparence de château un peu féerique en plus. Et à l'intérieur, c'est une toute autre réalité. On est là avec ce temple. Ça n'a jamais été une habitation. À l'intérieur, aucune chambre, aucune salle de bain, aucune trace de vie. C'est comme s'il n'existait pas. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Quelque chose qui serait totalement secret et officieux. Tu vois, un truc qui ne serait pas du tout déclaré, qui serait inconnu de tout le monde. Et moi, tu vois, honnêtement, depuis que je suis ici,
Je me demande bien ce que je vais pouvoir montrer, ce que je vais pouvoir en dire, je ne sais pas. Et ensuite, ce qui est incroyable, c'est que tous les papiers qu'on trouve non seulement ici, dans toutes ces Mais en haut, ouais. mais dans la maison qui est rattachée, nous rappellent en fait justement à la franc-maçonnerie et à la quête de la pierre. Parce que oui, l'hôte des lieux avait entrepris une quête depuis de nombreuses années, celle d'obtenir la pierre philosophale. Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche. Et l'œuvre noire précède l'œuvre blanche, ça veut dire, ça parle de magie en fait. Ça parle de magie noire et de magie blanche. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin, le conduisant vers la pierre philosophale. C'est complètement dingue. C'est complètement fou, complètement fou. Situation différente d'un même enseignement, initiatique, il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique? Tout a un rapport avec la pierre philosophale et ça parle de plusieurs personnages historiques dont Hiram, Jésus. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour la trouver? Ce serait pour la trouver en fait, à travers un rituel. Et le but de la pierre philosophale? Prolonger la vie humaine au-delà de ses limites et guérir des blessures potentiellement mortelles. D'accord, donc c'était son but en fait, un peu l'immortalité quoi. Son but, je pense que c'était en partie l'immortalité, la quête de l'immortalité, mais surtout lié à sa profession de médecin, c'était de guérir ses malades. D'accord. Je pense qu'en fait son rêve c'était de guérir ses malades grâce à la pierre. T'as l'impression d'être dans un film fantastique quoi, un truc de science-fiction. On se pose plein de questions et on est limite dans... Ouais, on est clairement comme dans un film en fait. On a l'impression qu'on est pris dedans, tu vois. Ouais. On est presque captif en fait de cet endroit et de son histoire. Ce lieu est complètement incroyable. Depuis tout à l'heure, on va de découverte en découverte et ça goûte de partout quoi. T'es sérieux, c'est par là qu'il faut descendre mec? C'est dans cette pièce que l'on va découvrir les restes de plusieurs personnes. Là, regarde, il y a des lambeaux de peau humaine. Je sais pas avec quoi ça a été découpé. Ce qui est fou, c'est que c'est possiblement des lambeaux de peau, tu sais, de cuisses ou de jambes. Quelque chose comme ça. Franchement, c'est très bizarre à observer. Hein. On voit que c'est fibreux, que... Bah, c'est bizarre quand même, pourquoi ça a été coupé comme ça quoi en fait. Et surtout pourquoi, dans quel but, pourquoi avoir coupé, garder aussi de la peau humaine quoi. Ah mais il y en a un paquet en fait, il y en a plusieurs, j'ai pas vu. Il y en a plein. On sait que le monsieur était chirurgien réanimateur. Est-ce que c'était lié à son métier de chirurgien et que éventuellement cette personne gardait les morceaux de ses patients? Ça reste quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas et je vous avoue quand même que je suis à deux doigts d'appeler la gendarmerie. Je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, après la gendarmerie est intervenue, ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade, parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin, pour qu'ils viennent voir, quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, quoi. Surtout vraiment la pièce de rituel. Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre noire précède l'œuvre blanche. Stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin, le conduisant vers la pierre philosophale.